là, qui est niveau MVP. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le retour de la MLS, du MLS Show. Ouais, enfin, pendant presque 3 semaines, on n'en a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on était occupés, hein, on a aussi des vies, professionnelles et puis on est parti, aussi, voir notre américain préféré avec Thomas, hein? Tu peux en parler vite fait? Bah ouais, on en a profité pour aller ben, voir un petit derby milanais avec Ouais, ouais, j'ai l'écharpe là. ah ben, du coup un derby qui a aussi des saveurs américaines maintenant, puisque du côté du Milan, on a quand même Yunus Musa et surtout Christian Pulisic. Exactement. Donc ça a été l'occasion pour nous de vivre une expérience hors du commun et puis de voir aussi à l'œuvre ces Américains sur la pelouse, en vrai directement. Bon, même s'ils sont perdus en plus, mais ça c'est pas grave, c'est un détail. En soi, c'était un match extraordinaire, donc on a assisté au derby, Inter Milan AC Milan. On a vu le sacre, de l'Inter Milan en direct, Le Marcus Thuram 20e, et nos Américains aussi, du coup, Yunus Musah, Christian Pulisic. C'était assez incroyable et du coup, voilà, on a eu aussi d'autres vies privées et d'autres, contraintes dues professionnel. pour le travail, voilà, c'est ça. Mais on est de retour en tout cas, donc ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. Donc cette semaine, on a eu 3 enfin il y a 3 matchs de MLS, 3 pardon, semaines de MLS on va dire, dans une seule semaine. Donc on a eu, le week-end dernier, samedi dernier comme d'habitude. On a eu hier soir, donc mercredi soir et donc samedi ou peut-être ils vont peut-être jouer dimanche, je sais pas, mais je pense qu'ils vont peut-être jouer dimanche. Et donc c'est super intéressant, super, excitant. Et donc là, on va débriefer les matchs qui sont déroulés cette nuit. Heu c'est le week 14 à débriefer et je pense qu'on peut déjà lancer la slide, du sommaire. Ah ben, tu l'as mise, déjà. Excuse-moi Thomas. Donc on va commencer par les news avec Giroud, Olivier Giroud, le Milanais, enfin au LAFC. Du coup, on a officiellement aussi Thomas vu, un nouveau joueur de MLS, hein. Néophyte, ouais, un nouveau genre de MLS, t'as tout dit avec Olivier Giroud. Bah, on va faire un petit tour d'horizon un peu sur ce qui s'est passé aussi sur la MLS depuis quelques temps là déjà vu on s'est absent. C'est ça et puis, après on va parler, donc de 2 matchs, il y a Cincinnati-Atlanta avec une bonne série pour l'un et une un peu plus d'inquiétude pour l'autre avec notamment des blessés et New York City face à Philadelphie avec une folle remontée au classement de New York City, pas Philadelphie, je me suis trompé dans le titre. C'est pas grave. Un MLS chaud sans coquille, est-ce que ce serait un MLS chaud? Ouais, non, j'avoue, tu pas tort. Bon, on peut lancer tout de suite les news, Thomas? Alors, tu veux qu'on commence par laquelle? Bah, Giroud, allez, let's Allez, go, hein, c'est la plus fraîche. Enfin, la plus fraîche, non, mais ça fait quelque temps déjà qu'on en parle d'Olivier Giroud. Ouh là, tu un peu débordé. Voilà, merci. Ça fait quelque temps qu'on en parle d'Olivier Giroud du côté du LAFC. Ça fait, mine de rien, ça fait, 1 mois et demi qu'on nous en parle de cette rumeur et elle est enfin officielle. On est excités, en vrai. On est vraiment excités parce que Olivier Giroud, moi, c'est un de mes joueurs préférés, depuis qu'il a commencé à Montpellier. Et puis même, Thomas, tu es on peut avoir que de l'admiration pour ce joueur. bah forcément, sa carrière, sa force de caractère ne peut que te mettre d'accord en fait. T'as pas d'autre choix que d'avouer que ce mec-là est un très très grand joueur et un des meilleurs avant-centres qu'on ait pu connaître nous de notre vivant pour l'instant quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, on a mis un peu ses stats. 37 ans, et buteur, son poste forcément, 847 matchs en professionnel quand tu sais qu'il a commencé quand même tard sur le tard. Il a 15 ans quand même en professionnel, tu vois? Il a commencé à être pro, qu'à partir de Grenoble à 22-23 ans. 342 buts,
en professionnel, pareil, toutes compétitions confondues, hein, donc il y a bien les buts, et les matchs avec les Bleus dedans, 113 passes décisives, c'est dingue. Donc voilà, il y a eu un accord entre la LFC et Olivier Giroud, puisque Olivier Giroud était en fin de contrat du côté de Milan, après avoir passé 3 superbes années quand même à Milan, avoir remporté, un scudetto, avoir disputé une demi-finale de Ligue des Champions. Malheureusement, cette année, ils ont fini second. Donc, du coup, il rejoindra par contre le club américain après l'Euro avec l'équipe de France, puisqu'il a été appelé pour l'Euro avec l'équipe de France ce soir par Didier Deschamps. Probablement sa dernière compétition. Mais pourquoi pas, on sait jamais, hein. Écoute, imagine, il est encore là, 39 ans, avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis. Ça peut être cool. Bah, Ça peut être après, cool. ce qui peut plaider en sa faveur, c'est surtout que il a une relation assez particulière avec Didier Deschamps. On Mmh. sait que Didier Deschamps a l'habitude généralement de se concentrer sur les joueurs qui jouent dans les top clubs, qui sont encore compétitifs dans les grands clubs. Là, avec voilà, forcément, c'est un peu plus un choix un peu plus exotique, un peu plus de fin de carrière. Donc, si on est logique et si on reste subjectif, on va dire, je pense que ça sera la dernière compétition d'Olivier Giroud avec l'équipe de France. Bah, après, on va pas insulter l'avenir, hein, comme je l'ai dit, j'ai une relation assez particulière. Donc, qui sait, peut-être une dernière danse des deux, comme ça, et les deux qui partent après main dans la main. Ça y est, on a tout donné avec le maillot bleu, et puis voilà quoi. Place à la jeunesse. Carrément. Carrément et puis, on rappelle que du coup Olivier Giroud, il a signé un contrat, donc en tant que joueur désigné jusqu'en 2025 avec une option jusqu'en 2026, donc potentiellement jusqu'à la coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, mine de rien et puis, on se rappelle aussi que Didier Deschamps avait continué d'appeler, André Pierre Gignac quand il était au Mexique pendant quelques années. On se rappelle là, aujourd'hui, ils viennent créer la surprise avec N'Golo Kanté qui joue en Arabie Saoudite depuis 1 an, qui était pas revenu, enfin, qui avait pas rejoué chez les Bleus depuis un long moment et qui là va jouer l'Euro. Donc ça aussi, c'est une belle surprise. Et puis on a un petit mot du vice-président du LAFC qui dit, alors j'ai mis un extrait de ce qu'il dit, mais je vais te dire la déclaration entière si je la retrouve. Du coup, c'est un joueur incroyablement excitant pour tous ceux qui sont associés au LAFC, d'accueillir Olivier Giroud et sa famille. Olivier a clairement soif de gagner, ce qu'il a fait de manière constante tout au long de sa carrière en club est international et international. Son ambition de championnat et ses qualités en tant qu'homme et en tant que joueur s'alignent directement sur les nôtres en tant que club. Nous pensons donc qu'Olivier sera un excellent ajout alors que nous poursuivons notre quête de plus de trophées. Voilà. Voilà pourquoi, voilà ce qu'il déclare et ça c'est clair que c'est un gros impact sur, l'équipe du LAFC. Parlons un peu de l'équipe de LAFC. Déjà, il va retrouver, Hugo Lloris, un de ses meilleurs amis, qui a joué dans un club rival quand même, mais avec qui il a gagné la coupe du monde. Et une coupe Il du va monde, ça retrouver ça 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 pa ça pardonne tout le monde. Ça y est, c'est ça. ça rassemble. Il va retrouver Denis Bouanga, autre francophone. Il va retrouver, Sergi Balentia qui a joué, en équipe en Ligue 1. Mine de rien, ouais, tu quand même beaucoup de joueurs qui ont un rapport avec la France de près ou de loin, donc C'est ça. c'est plutôt intéressant. Et puis, dans le staff, tu as Giorgio Chiellini aussi, qui est italien, qui connaît très bien Giroud, qui a joué contre lui en Italie. Donc voilà, ça va être très intéressant. Écoute, moi je suis excité, et puis ils ont enfin le buteur qu'on attendait, chez les Black and Gold, hein, au LAFC. On en avait même déjà parlé quand on en avait parlé la dernière fois. On s'était dit que, Giroud, ferait sûrement redescendre Mateusz Bogusz, d'un cran. C'est ce qui va sûrement se passer. On verra, le temps qu'il arrive, tout ça se mette en place parce que on rappelle du coup qu'il aura pas ou très peu de vacances. Et puis même, il pourrait très bien, aussi disputer, les JO. Lui, il aimerait bien, mais ça m'étonnerait que l'AIFC le laisse, partir. Mais si c'est le cas, on le verra pas avant, presque septembre. En tout cas, au moins moi je mise pas avant août et voire septembre, l'AIFC. Ouais, non, forcément, avec tous les impératifs qu'il a actuellement, je pense que pour son bien, et je pense, et pour le bien du LAFC,
pense que c'est mieux de pas précipiter, les choses et que de laisser le temps faire les choses comme il faut. Parce que si, tu surcharges un Olivier Giroud alors que c'est censé être une pièce maîtresse de ce que tu veux mettre en place et qu'au final tu te retrouves, avec une blessure ou quelque chose qui lui arrive, bah, tu l'as dans l'os et après tu te retrouves à encore à nouveau devoir, bricoler et mettre, encore, un beau gauche en pointe ou jouer peut-être avec un Kei Kamara qui n'est pas non plus, un foudre de guerre même si il est, expérimenté en MLS. Et puis, de toute façon, ce qui importe le plus avec, Giroud, c'est un peu comme, l'a été, le recrutement de Gareth Bale ou de Denis Bouanga, c'est-à-dire arriver un peu avant les playoffs et d'être en forme optimisée pour les playoffs et d'être décisif pour les playoffs. Je pense que c'est ce qu'ils visent en tout cas pour cette première année. Oui, oui, c'est ce qu'ils vont viser, c'est ce que lui Giroud, ben, en partant du côté de la MLS, ben, il a pas choisi n'importe quelle équipe, il a quand même choisi une équipe qui est, vice-championne, de la saison passée, championne il y a 2 ans, une équipe avec quand même de belles ambitions, donc le côté sportif reste quand même présent. C'est pas que un choix de vie, même si on va pas se mentir, ça rentre quand même, fortement en compte. Bah, clairement, l'AFC est l'une des équipes les mieux placées pour attirer les stars européennes. Heu, avec Miami. En ce moment, moi honnêtement, je suis un grand joueur. Tu sais, on parle beaucoup de plusieurs grands noms, plusieurs grands joueurs qui pourraient rejoindre la MLS. Heu, concrètement sur le papier, 2 options s'offrent à moi et l'AFC et Inter Miami. En tout cas pour les stars, pour les clubs qui aiment attirer les stars. Même si tu peux avoir aussi le LA Galaxy, comme, a eu, Zlatan, Là, ça reste Los Beckham et Angeles. cetera. Exactement, ça reste Los Angeles et puis ça reste le club le plus titré, hein, C'est aussi. ça reste quand même, bah, ça fait penser un peu à la NBA avec les gros marchés qui ont tendance à plus facilement, Ouais, bah, le attirer. LAFC, c'est les Clippers et le LA Galaxy, c'est les Lakers. Voilà, donc non, non, forcément. Après, il y a des rumeurs aussi, par exemple, qui ont envoyé un Anthony Martial du côté de Montréal. Ben, ça peut être aussi Oui, intéressant, tu vois. ça peut être un beau fit et puis bon, il a l'habitude des villes où il fait moche, où il fait froid donc ça Ville francophone, entraîneur francophone. Ça a tout d'un bon plan, du coup, pour Montréal. Bon, là, on s'éloigne du sujet. c'est clair. Mais d'ailleurs, parlant de sujet, on va passer à un autre sujet parce que forcément on en reparlera plusieurs fois d'Olivier Giroud, mais ça nous fait tellement plaisir de parler du Français, qui a un palmarès dingue. On va passer à la prochaine news, Thomas. Qu'est-ce que tu nous as mis, comme la news d'après? Est-ce que ça serait sur, Gary Smith ou non? Non, Ce serait sur Austin. OK. Austin qui accueillera donc du coup le gratin américain en 2025, c'est-à-dire que la ville d'Austin accueillera dans son Q2 Stadium le All-Star Game 2025, donc courant juillet. Donc la plupart du temps, c'est à la fin juillet. Pendant une semaine, ce sera le All-Star break, un peu, hein, le All-Star weekend, un peu comme en NBA ou dans tous les sports américains. Donc c'est la première fois que la vie accueillera cet événement, mais ils accueilleront pas que le All-Star Game. Il y aura aussi le Ski Challenge, le MLS Next Pro All-Star Game aussi, et également le All-Star Soccer Celebration et le concert. Et donc, ça sera à Austin l'année prochaine. Cette année, on rappelle qu'il aura lieu à Columbus, où il y a déjà eu lieu des All-Star Games. Et le match se déroulera d'ailleurs entre le MLS All-Star Game et le MLX All-Star. Donc le MLX, c'est les meilleurs joueurs du championnat mexicain. Ils le font de temps en temps, ça l'an dernier, c'est vrai qu'ils avaient affronté Arsenal. Tu te rappelles du score, Thomas, ou pas? non, c'était une valise, je sais. Allez, Ouais. 5-2, 5-1. Non, 5-0, ils avaient Non, tu vois. pris. Je sais que ça avait été une valise de but. Je sais que ça avait été un Ouais, match à spectaculaire. bah, c'était le Arsenal du début de saison où il y avait les recrues qui se mettaient en place, mais les jeux,
comment dire, Mikel Arteta faisait déjà quelques tests, mais ça tournait déjà très 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 bien. Declan Rice avait déjà signé, Kai Havertz aussi. C'était déjà sympa. La puissance d'un club anglais comparé à une équipe MLS où on sait en plus que le championnat a déjà des lacunes tactiques comparé à ce qui se fait en Europe. Là, c'est encore pire. Tu as une sélection de joueurs qui est mélangée, donc c'est-à-dire il n'y a aucun automatisme. Bon, Mmh, aussi, oui, c'est c'est vrai sûr. que ça Quand joue. du côté d'Arsenal, t'as des automatismes depuis quelques années et tu l'un des meilleurs effectifs du monde aussi. C'est clair que c'est pas facile. Mais bon, là, ça sera peut-être plus équilibré face au MLX, All-Star. L'autre news, Thomas, qu'on voulait parler, c'est, la l'éviction, pardon, l'éviction du coach de Nashville, Gary Smith, qui est, pardon, du coup, le premier coach, de MLS écarté cette saison. Donc il a passé au total 7 ans au club. Donc en fait, au début quand Nashville n'était pas en MLS, il était, coach pendant 3 ans, puis ensuite ils sont passés en MLS. Donc et pendant ces 4 années de 2020 à 2024, il aura coaché pendant 163 matchs, 64 victoires, 53 nuls et 46 défaites. Il aura surtout réussi à amener 4 fois d'affilée, 4 pendant 4 saisons consécutives, son équipe en play-off avec 2 demi-finales de conférence au bout. Nashville, ça a toujours été sous ses ordres une équipe chiante à jouer. Il a eu aussi le MVP, hein, Hani Mukhtar en 2021, 2022, pardon, excuse-moi, ouais, 2022, parce que c'est Luciano Acosta en 2023. Et il a même réussi à disputer la première finale de l'histoire de Nashville. C'était la finale de la League Cup en 2023, perdue face à l'Inter Miami. Heu, bon, on sentait que c'était la fin de quelque chose, à Nashville, qui était un bout de souffle un peu. Actuellement, juste pour pas dire de bêtises, Nashville, ils sont loin, un peu loin derrière, au classement. Ils sont 10e avec 14 points, ouais. Ils sont bon à 1 point des playoffs, mais des barrages des playoffs, quoi. Le haut niveau, ils ont 14 points de retard sur, l'Inter Miami, par exemple, tu vois? Donc c'est compliqué. Qu'est-ce que tu peux dire sur Nashville et l'éviction du coup de Gary Smith? Ben, on voit clairement que Nashville avait besoin peut-être d'un renouveau, d'enclencher peut-être une nouvelle dynamique, hein. On sait que le football, ça fonctionne énormément par cycle. Et je pense que là, le cycle de Gary Smith était arrivé à son terme, malheureusement. Il a connu l'apothéose avec un titre de MVP de Hani Mukhtar, avec une finale de League Cup l'an passé. Là, on Ils sent finissent plus, 2e en plus, cette année-là où il est MVP, 2e de conférence. tu vois, donc là, on sent que ça patine un peu plus, que même les cadres ont du mal, même Mukhtar a du mal cette saison. Euh, un Sam Surridge en pointe a aussi du mal à vraiment lancer son aventure avec Nashville. Tu as perdu Fafa Pico qui était quand même un joueur très important dans l'effectif. Qui Et tu lui as aussi, s'éclate à Vancouver, hein. ouais, et t'as aussi Walker Zimmerman, si je dis pas de bêtises, qui est revenu de blessure il y a pas très longtemps, qui n'était pas là en début de saison, si je dis pas de bêtises. Donc, si tu mets tout ça bout à bout, tu vois que ça, voilà, l'équipe a commencé à tirer la langue et que voilà, il fallait peut-être insuffler quelque chose de nouveau pour Nashville, même si peut-être que ben ça sera pas forcément le plus joli Nashville qu'on aura peut-être sur les saisons à venir, mais il y aura peut-être besoin d'une reconstruction ou de trouver des nouveaux joueurs à ajouter à cet effectif pour aider Mouktar à atteindre ses objectifs. Ouais, ouais, ouais et puis, bon, on voit quand même qu'à Nashville, il y a quand même une sacrée stabilité, tu vois? Un seul coach pendant 4 ans, c'est pas mal pour instaurer au moins il a pu instaurer, le club dans des bonnes bases. Ça promet en tout cas pour le prochain coach qui voudra prendre. Je dis que il peut avoir les pleins pouvoirs en tout cas pendant un long moment et pouvoir, avoir un projet, à long terme, pourquoi pas? Ça, c'est sûr. Hem, on va passer à au premier match, Thomas, parce qu'on a fini sur les news. On va passer au premier match. On a quand même bien débattu sur ces news-là. Le premier match à analyser, du coup, c'était, celui entre Cincinnati et Atlanta, c'est ça? C'est ça, La exactement. slide? OK. Donc du coup, Cincinnati l'a emporté, 1-0.
face, à Atlanta cette nuit, sur un but de Kevin Kelsey, la recrue. Du coup, bah, fallait qu'on se mette à jour parce que c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de lui parce qu'en fait, Kevin Kelsey, il a débarqué ce début du mois de mai du côté de Cincinnati. En fait, c'est un jeune Vénézuélien qui est prêté par le Shakhtar Donetsk, donc pour cette saison, du côté de la MLS. Il jouait plus trop ces derniers temps, au Shakhtar. En fait, c'est simple, hein. Son dernier match avec le Shakhtar, c'était le 13 décembre 2023. Donc, depuis tout le mois de janvier, il n'avait pas joué avec le Shakhtar. Et là, il arrive, écoute, il avait fait 13 matchs et 2 buts cette saison en championnat de première ligue ukrainienne. Il arrive du côté de Cincinnati, 3 matchs, 2 buts, dont 2 buts sur les 2 derniers matchs. Il a été clutch et ces 2 buts ont amené à 2 victoires. Donc c'est plutôt pas mal, hein, pour le jeune, vénézuélien qui est un joueur à suivre, clairement. Il a pas joué le Totalement. match en entier, du coup, il est sorti, dès la 60e dès l'heure de jeu. Il avait qu'1 heure de jeu dans les jambes, mais c'est pour sa première titularisation. Encore un match, encore un but, c'est propre. Bah ouais, c'est propre. Et puis moi, j'aime bien comment Cincinnati bosse depuis quelques saisons. T'as déjà, l'année dernière, t'étais parti chercher Bupenza en joueur Ouais, désigné, qui est un attaquant qui aime beaucoup les espaces, qui aime plonger dans le dos de ses défenseurs. D'accord? Et là, tu rajoutes un profil un peu plus grand, un peu plus jeu de haut but, un peu pivot, qui est capable de bien jouer en remise. Et donc, tu rajoutes en fait des forces supplémentaires à ton attaque. Et surtout, tu permets à Luciano Acosta de se régaler en fait. Parce que Luciano Acosta peut tourner autour de Kelsey. Il peut aussi, si c'est Bupenza qui est titulaire, euh, envoyer des ballons en profondeur. Donc non, non, c'est très intéressant de la part de Cincinnati. D'autant plus qu'en début de saison, déjà, ils se sont très bien renforcés en défense. Déjà, eux, c'était la meilleure défense de la MLS et de leur conférence. T'as rajouté Yedlin et t'as rajouté Robinson. Robinson, ouais. Donc là, tu commences vraiment à t'armer et à devenir une équipe, voilà, très très complète. Oui, en plus, il arrive, au moment où Boupendza se blesse, c'est-à-dire que Boupendza est blessé depuis 3 matchs. Alors je sais pas dans combien de temps, il revient, mais au moment où il arrive, bah, il comble parfaitement Boupendza et ça c'est idéal pour eux. Donc comme tu dis, oui, ils recrutent, bien intelligemment, ils recrutent, à droite à gauche. Il y a quand même pas mal de changements, ces derniers temps du côté de Cincinnati, mais c'est pas pour déplaire, en tout cas visiblement à Pat Noonan, parce que ça continue de marcher. On peut parler aussi de la forme de Cincinnati. Bon, on voit les stats du match d'ailleurs que tu affiches. Bon, c'était pas un match très spectaculaire. Moi qui ai regardé, je vais pas te mentir que c'était pas le match de l'année, mais Première bon, mi-temps d'Atlanta, elle est dramatique. ouais, ouais, ouais. Cincinnati, en tout cas, eux ont été solides. Et puis bon, après Atlanta, on va en parler, mais a quand même perdu ses deux meilleurs joueurs sur le gong, sur la pelouse, pardon. Du coup, Cincinnati, ouais, sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires, hein. Ils sont en train de dérouler. Il y avait déjà notamment une victoire contre Atlanta au début, mi-avril. Ensuite, une victoire contre Colorado, une victoire contre Orlando, une victoire contre Columbus et encore une victoire contre Atlanta. Alors, c'est pas Proche des énormément mille. de buts marqués. C'est toujours un but d'écart Comme de plus que Made in l'adversaire. Cincinnati, ça. Ça, c'est du Made in Cincinnati totalement. Depuis Ouais, l'année mais ça passée. marche. Et puis même, ils accrochent quand même des belles équipes à leur tableau de chasse, hein. T'es parti gagner contre Columbus, tu bats À Atlanta. Columbus, en plus. Ah oui, donc non, non, là, et en plus là, on est en train de voir peut-être un Luciano Acosta qui commence à lui aussi se mettre en route et qui commence à être de plus en plus décisif, que ce soit par la passe ou que ce soit par le but. Et donc ça, pour Cincinnati, c'est quelque chose qui est très important et qui augure de belles choses pour la suite. Sur les 10 derniers matchs de MLS, tu quand même à 7 victoires, 2 nuls et 2 défaites et un nul. C'est quand même pas mal. C'est pas mal et tu reviens du coup à un seul point de l'Inter Miami, tu vois? Donc ça va être un beau chassé-croisé avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de saison et puis aussi ils ont, bah, tu parlais de défense,
ils sont bien renforcés et du coup, logiquement, ils sont la meilleure défense de MLS avec seulement 10 buts encaissés. Quand tu vois que Miami en a pris le double, la deuxième meilleure défense de la conférence Est, tu vois, c'est Charlotte, non, Columbus, pardon, avec 12 buts encaissés. Mais ouais, oui, c'est ça, Cincinnati, meilleure défense de la ligue, tout court. C'est intéressant, ça. Si je dis pas de bêtises, ils ont quand même perdu des bons joueurs, hein, quand même. Ils ont pas perdu Barreal. Laisse-moi Ils ont perdu des joueurs intéressants de l'année passée, hein. Des joueurs qui avaient quand même de l'impact. Alvaro Barreal, si, il est parti à Cruzeiro. Si, t'as raison. Ouais, ouais, ils ont perdu quand même des joueurs intéressants et des joueurs importants dans le sacre Mais sur après, la lui, saison. c'était un ailier, donc voilà, offensivement, ils l'ont perdu. En tout cas, Cincinnati, cette année, tu te rappelles que l'an dernier, c'était la meilleure équipe à domicile de la saison. Cette année, c'est un peu plus difficile à domicile. C'est pas parmi les meilleurs, mais c'est pas dégueulasse non plus. Par contre, à l'extérieur, ils sont rayonnants. Première équipe à l'extérieur de la saison de la conférence Est et même tout court aussi de la MLS. 16 points en 7 matchs. C'est du solide. Ouais, c'est du J'ai- Je, solide je- et je connais une ça. équipe en bleu et blanc qui devrait s'en inspirer en France, tu vois. Ouais, bah oui, surtout qu'on sait que pour gagner à l'extérieur, il faut bah, mettre d'autres ingrédients que quand tu reçois à domicile. Et leur style de jeu correspond parfaitement à ce qu'on attend d'une équipe quand elle se déplace à l'extérieur. Une défense bien solide et une équipe capable de piquer en transition, en contre-attaque avec de l'efficacité. C'est ce qu'ils arrivent à faire à merveille. Donc voilà, parfait pour Cincinnati. Et puis on attend de voir est-ce qu'ils vont réussir à valider cette magnifique saison qu'ils ont fait l'an passé. Est-ce que ce n'était pas juste un coup de chance? Pour toi, est-ce qu'ils font partie des favoris au titre, clairement? Bah, je pense que oui. Je pense que l'expérience, surtout de ce qui leur est arrivé bah, face à Columbus, justement, leur a donné énormément d'expérience et de maturité, je pense. Et que ce serait une équipe bien plus mature arrivée au match coup près lors des playoffs, pardon. Oula, Ok, j'ai pas de perdu le mot. souci, pas de souci. On va parler du coup d'Atlanta, hein, l'autre équipe de cette rencontre, Atlanta, qui a perdu malheureusement Thiago Almada en première mi-temps, puis ensuite un peu, j'ai l'impression un peu sur un contrôle de coup de commotion, Giannis, Georgios. Georgios Giacomakis. J'allais dire Giannis Antetokounmpo. Giorgio Giacomakis. J'espère pour eux que rien n'est grave. En tout cas, j'ai un peu plus peur pour Almada que pour Giacomakis qui m'avait l'air juste d'avoir pris une sorte de coup dans un choc à la tête, dans un duel aérien, ou peut-être en retombant, je me rappelle plus très bien. En tout cas, ouais, malgré déjà qu'ils sont absents, ils vont peut-être attendre pendant une longue période. Là, on se rend compte que qu'Atlanta, qui avait plutôt bien débuté, on était confiant, est vraiment dans le mal là, en ce moment. Là, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas gagné un match. Déjà, ils sont très mal classés en championnat. Ils sont à peine 10e ou 12e. Leur dernière victoire remonte face à Chicago le 31 mars. Ça fait un mois et demi que tu n'avais pas gagné en championnat. C'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. Mais ce qui me choque le plus, moi, ce qui me déçoit le plus, c'est qu'on a vraiment l'archétype ben, d'un club 7, où 7 matchs sans victoire, hein. ouais, on a l'archétype d'un club qui se repose uniquement sur ses individualités Mm. et qui n'a rien d'autre à côté, qui n'a pas de plan de jeu ou qui n'a rien, n'a pas un socle sur lequel s'appuyer en cas de problème. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont un logiciel et ils sont capables que de faire ça et de rien faire d'autre. Il n'y a pas de capacité d'adaptation. Je sais pas qu'est-ce que c'est par rapport au staff, est-ce que c'est par rapport au niveau des joueurs, mais on sent énormément de fébrilité dans cette équipe et que voilà quoi. Il va falloir que Almada et Giacomakis soient de retour parce que sinon je donne pas cher de la peau d'Atlanta cette saison parce qu'ils sont trop dépendants
de leurs deux individualités. Tu les vois vraiment pas, bon, s'il y a le retour de Giacomakis et Almada, tu le vois vraiment pas revenir, en play-off? Bah, Ou le, pas en play-off du tout? Parce que là, ils ont 12 points, ils sont seulement, on va dire, à 2 points des barrages, mais tu vois, déjà à 5 points, de la 8e place, hein. hmm. Non, je pense qu'ils y seront. Je pense qu'ils seront en play-off avec si les deux sont là. Parce que la force des individualités en MLS, on sait que ça compte quand même beaucoup. Mais je suis pas rassuré par la défense. Je suis Mmh. pas rassuré par la défense, je la trouve totalement fébrile. Comme je te le disais, Gregersen, la greffe ne prend pas pour l'instant, c'est assez compliqué. Bah, Euh, c'est un dans les, bordelais, hein. dans les buts, Brad Guzan, il essaie de faire ce qu'il peut, mais voilà, on sent qu'il est quand même très rapidement dépassé lui aussi. Et donc, malheureusement, pour aller loin dans ce genre de compétition-là, dans les playoffs, ou quand le niveau se resserre, ben, c'est aussi la défense qui compte. Et je vois pas Atlanta avoir le matériel suffisant pour aller au bout. Je les vois déjà à minima se qualifier. Après, bon, Gregersen, il était pas titulaire lors de ce match, il est rentré après. Mais on voit quand même qu'il y a certains joueurs, qui ont été sur le banc. Enfin, il a un peu fait tourner, mine de rien. Pas tous, mais il y a quelques titulaires qui ont été sur le banc, pour ce match-là, parce qu'en même temps aussi, faut comment dire? Faut reposer les organismes, hein. 3 matchs en l'espace d'une semaine, c'est pas facile. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Atlanta, Thomas? T'as quelque chose, enfin, si, on espère que Thiago Almada sera pas grave. On n'a pas d'informations Il y a la là-dessus Copa América en plus. Donc, oui, c'est vrai, et qu'il peut c'est vrai que du coup, pendant la Copa América, il pourrait potentiellement, louper, une partie de la saison, enfin un mois de compétition, voire 2 presque, et aussi pour Giacomakis, ah non, la Grèce n'est pas qualifiée. Non, ça va, ils s'en sortent bien. La Grèce n'est pas qualifiée pour l'Euro, c'est vrai. Donc bon, c'est déjà ça pour Atlanta. Mais il y a des joueurs, qui pourraient être absents aussi. L'Objanid, je crois que c'est Lobjanidze, ça, ouais, c'est ça. ben, il Sabal est géorgien. Lobjanidze, ouais. Il est géorgien, donc Sans doute qu'il peut être appelé pour l'Euro avec la Géorgie. C'est vrai. ouais. Donc voilà, Pas il y a lui remis. aussi, il y a Edwin Mosquera qui pourrait potentiellement jouer avec, la Colombie. Heu, il y a et puis aussi tu as des Américains qui pourraient très bien aussi, disputer, la Copa América avec les États-Unis, hein. Et on a Caleb Wiley, on a, du côté je vois, Bartosz Lich aussi qui est polonais, Lennon Brooks, donc voilà, hein. Il peut y avoir aussi des joueurs qui peuvent être absents du côté d'Atlanta, et ça va être difficile pour quand tu as une équipe, très européanisée, enfin je parle de ça, très international je veux dire, mais Internationalise, ouais, c'est ça. Avec beaucoup de joueurs je parle de internationaux. ça, mais l'Inter Miami, avec la moitié de leur effectif, c'est des joueurs, sud-américains. J'espère pour eux qu'il y en a pas beaucoup qui vont faire la Copa América, mais bon, tu as déjà Messi. Messi sûr et sûrement. C'est clair. Voilà, bah, peut-être c'est Messi et les petits copains. Il y a des rumeurs qui parlent de Angel Di Maria maintenant. Ah ouais? Ah J'avais même pas oui, vu ça. si, si. Et Oui, parce que Di Maria, Tata Martino, il avait été questionné dessus et il disait que tu pouvais pas refuser un joueur comme Di Maria dans ton effectif, mais que c'est pas pour faux, ça, hein. il fallait que les règles de la MLS changent. Donc, à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais en Je tout cas, ouais, Di Maria a été mentionné pour rejoindre l'Inter Messi. je pense que ouais, pas mal. Oui, c'est pas faux. Je pense que, le l'arrivée de Messi a provoqué déjà beaucoup de changements dans la MLS et va continuer d'en provoquer. Après, à voir si c'est toujours bon ou pas. C'est vrai que d'un côté, c'est pas si mal que ça, tu sais, qu'ils aient plein de règles strictes, un peu différentes pour encadrer tout ça et puis pour essayer de continuer de développer leur sport et avec leurs joueurs, leurs produits aussi, tu vois? Avec la Coupe du Heu Monde qui arrive. c'est ça, et puis d'essayer d'encadrer, en fait. Eux, c'est surtout ça qu'ils veulent encadrer, mais de l'autre côté, bon, quand tu es fan et que tu peux avoir une super équipe de superstars, ben, tu as envie de les avoir, donc je peux comprendre tout ça. Ouais, entre El Di Maria, c'est sûr que ça se refuse pas. En plus, on sait qu'il va quitter le Benfica Lisbonne, en fin de contrat cet été,
et qu'il a refusé de revenir à Rosario, son club Ouais, ça, je d'enfance. pense. Il a Ouais, été ouais, menacé. c'est ça, parce qu'il y a eu des menaces envers sa famille, donc on peut le comprendre, tout à fait. Thomas, on va parler, du prochain match? Allez-y. Le prochain match, bah, c'est le match entre Philadelphie et New York City. Match à Philadelphie, lancé par, le jeune, Cade Sullivan, hein, qu'on en a parlé. Je sais pas si tu as vu le coup d'envoi, le tambour, a été battu par lui. La fameuse tradition à Cincinnati, hein, parce qu'ils le font en MLS, mais aussi en NBA et aussi en NFL. Je me rappelle du match, oui, c'est ça, ouais, ouais, en NFL. Et heu et donc cette rencontre, dominée par, New York City avec, une victoire 2-1, une réaction un peu tardive tardive pas tellement, mais une réaction en deuxième mi-temps du côté de Philadelphie. Bon, New York est en train de venir, sur une lancée folle, au contraire de Philadelphie qui sombre. C'est un truc de dingue, les on a analysé, 4 équipes de la conférence Est et 4 équipes, avec, des données, similaires, une équipe qui monte, une équipe qui descend et ça va pas bien aussi. Tu veux parler de qui en premier, Thomas? Peut-être New York ou Philly? Bah, en vrai, on peut parler de New York, hein. Honneur à l'équipe qui a la meilleure dynamique en ce moment. Ouais, J'ai bien envie, sûr. j'ai envie de dire qui l'aurait cru en début de saison. Je me rappelle qu'on avait fait un MLS show où on donnait pas cher de la peau de cette équipe de New York. On parlait également de pourquoi pas un renvoi de Nick Cushing, le coach. Mmh. Ben, force est de constater qu'il a peut-être trouvé les leviers et il a enfin su ben, donner peut-être de la confiance et de la continuité à cette équipe. Plutôt bien même, plutôt bien, parce que depuis le 14 avril, ça fait sur les 6 derniers matchs, ils sont à 5 victoires, une défaite. La seule défaite en plus, c'est contre une équipe, de la conférence Ouest. Le reste, c'est que des victoires contre la conférence Est. Finalement, ils ont déjà bien enchaîné, ils ont enchaîné, 4 matchs consécutifs à domicile, mine de rien aussi. Ça y fait, hein. Sur les 4 matchs, tu gagnes 3 fois, puis après sur les 2 derniers déplacements, du coup, ils étaient en forme. Ils sont allés gagner à Toronto, à Philadelphie, des équipes qui étaient très Placement, bien armées des en déplacements très compliqués, hein. Ça reste très dur exactement. d'affronter ces équipes-là. Exactement et puis, finalement ça s'est bien passé et en plus ce week-end ils accueillent, pour clôturer, Le cette folle derby. série, ils accueillent le derby, face, à Red Bull, au New York Red Bull et qui aurait pensé Thomas en début de saison que New York Red Bull et New York City soient troisième et quatrième respectivement de Surtout New leur York conférence City. Est. Surtout New York City. Parce que New York Red Bull, moi, je le, je sais pas, je le sentais bien. Je le sentais bien. Mmh. Donc, pour l'instant, ce début de saison, il répond présent. Ils sont dans le wagon de tête. Même s'ils se sont mangés 6, ils en ont pris 6 là, il y a pas longtemps. Mais Ils en ont pris 6, mais tu as vu que derrière, ils en ont mis 2 fois 4, hein. Ils ont mis c'est quatre-zéro voilà. et 4-0 et 4-2, Non, hein, non, donc, ils ont repris du goal average, voilà. ouais, non, comme tu as dit, ben, pour New York City, c'est l'enchaînement parfait. Tu fais le plein de confiance à domicile, tu trouves le chemin défilé, tu remportes des matchs, tu fais le plein de confiance, tu te déplaces à l'extérieur dans des contextes pas évidents, tu arrives encore à t'en sortir. Et en plus, en point d'orgue, tu as ce derby-là où New York va arriver totalement sans pression, avec une envie, une volonté de remporter ce derby à toute épreuve, parce qu'ils surferont sur leur belle série. Donc, ça nous promet un match très, très, très spectaculaire et très intéressant à regarder. Et tu ça comment cette folle remontée un peu de New York City? Ben, je sais pas, il a longtemps tâtonné, Nick Cushing. Au début, il jouait avec un 3-4-3 où il a eu du mal ben, à avoir les résultats escomptés. Il a décidé de changer pour un 4-2-3-1, peut-être un peu plus équilibré. euh, et on a surtout un homme qui fait totalement la différence côté New York, Ouais, c'est l'Uruguayen Santiago Rodriguez, qui affiche des stats démentielles. C'est un playmaker absolu. Il est à la fois passeur
il crée des décalages. Il fait des passes clés qui amènent à des occasions franches. Il est vraiment le dépositaire du jeu de New York et il a été placé au cœur du jeu en numéro 10 dans ce 4-2-3-1 et je pense que ça y joue énormément dans cette bonne période. Ouais, ouais, c'est clair que aussi ils ont une attaque un peu. J'ai l'impression que c'est un peu comme l'Inter Miami, tu sais, ils ont toute une attaque style sud-américaine, pardon. Puis d'un coup, ils ont un Européen, tu vois. Enfin, là, je vois Julian Gressel du côté de Miami qui est alban, américano-allemand. Et puis, du côté de New York City, tu as Hannes Wolf aussi sur le côté droit, l'allemand qui Qui a mis débarque. un super but là pour son premier but en MLS. Et Il a mis un puis très beau but. qui commence à bien s'installer, hein, qui a été décisif sur ces derniers temps. Et c'est pas mal, hein. Bah, On pour les a, stats de Santiago Rodriguez, cette saison, c'est 13 matchs joués, donc 87 minutes jouées par rencontre. Alors, il est à un total de 5 buts et 3 passes D. Il touche 72 ballons par rencontre et il effectue pas moins de 5 passes clés par match. c'est vraiment pas mal, hein. Lui, s'est vraiment installé. Sa première saison, c'était déjà pas si mal que ça du côté de New York City. Il était C'est vrai. buteur et aussi passeur. Et puis là, il continue sur ses standards. Il fait encore même mieux dès le début. Donc, c'est clair que c'est l'homme clé offensivement de New York City. Et puis surtout, j'ai l'impression il diffuse à son secteur offensif parce que cette année, de New York City a déjà inscrit 16 buts cette saison, avec pourtant un total de tirs cadrés qui n'est pas énorme. Ils sont à 5 Hmm. tirs cadrés par match. Euh, tu peux mettre dedans, du coup, Monsef Bakrar, l'Algérien, qui lui aussi a réussi à trouver un peu de confiance et a su trouver le chemin des filets. Mais quand il n'est pas là, tu peux très bien voir un Wolf qui peut se déporter dans l'axe, un Martinez qui peut aussi se déporter dans l'axe, qui l'a fait d'ailleurs là sur les 2 derniers matchs. Et cette alternance, en fait, au poste de numéro 9 ne semble même pas bousculer la dynamique. Au contraire, tu as l'impression que en ce moment, le coach peut mettre n'importe lequel des deux sur la pelouse. Il va forcément être décisif et ça, c'est quand même quelque chose de positif et quelque chose qu'on n'avait plus trop vu du côté de New York City sur les dernières saisons. Et du coup, je voulais aussi mentionner le secteur offensif, donc avec les ailiers, et notamment aussi Rodriguez. Donc, l'attaque de New York a réalisé déjà 9 passes décisives avec plus de 70% de leurs passes dans le camp adverse. Ouais, ouais, ben, le seul problème de New York, je pense, offensivement, c'est que bon, c'est le Bakrar a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison, mais ça va pas tarder, je pense. C'est le seul truc qui peut y avoir. C'est vrai qu'ils ont toujours eu, mine de rien, des bons buteurs, hein. On se rappelle, ben, au tout début, ils ont eu David Villa, le premier joueur de l'histoire du club. Et après aussi, récemment, ils ont eu Tati Castellanos, Exact. le très très bon joueur qui a planté un quadruplé, Contre le je crois, Real, l'Argentin contre le c'est ça. Real, hein, c'est ça? Il me Tout à semble que fait. c'était pas C'est triplé, ça. c'était Non, non, quadruplé, quadruplé, hein. quadruplé, c'est ça. Par contre, je me rappelle plus où il joue actuellement. Girona, non? Il Non, était à non, non. Girona quand il plante le triplé, Voilà, il le était à Gérone quadruplé. hein, quand il plante le quadruplé. Ah là, Et il j'ai joue pas, je sais toujours pas. en MLS, en Liga, mais je vais retrouver. Grenade, T'inquiète. une équipe comme ça, sans doute. Ah, peut-être Grenade, ouais. Il avait joué, donc, Tati Castellanos, il joue actuellement. Ah non, la Lazio, c'est vrai, en Italie. On l'avait vu rentrer lors du match. Il avait été titulaire en demi-finale contre la Juve Oui, en demi de Coupe d'Italie. Il était mais c'est ça. titulaire. Oui, il me semble. Il marque. Ça m'est revenu. Voilà. Donc pour conclure sur New York, ben, c'est intéressant de voir que ben, peut-être qu'en laissant un peu plus de temps au coach, ben, les coachs sont capables de trouver les bons ajustements et les bonnes tactiques pour faire ressortir le meilleur de leurs joueurs. Mention spéciale à Cushing, du coup, d'avoir trouvé ce 4-2-3-1
qui permet du coup de donner totalement les clés à Santiago Rodriguez et Santiago Rodriguez lui rend bien sur la pelouse en étant efficace et en étant pliqué et létal. Et permet de diffuser toute cette confiance au reste de son effectif. Alors que l'effectif, t'as pas non plus des joueurs de très très grande qualité partout. T'en as quelques-uns à quelques postes, mais c'est pas le meilleur effectif de MLS. Et de les voir Non, c'est clair. performer comme ça, c'est quand même quelque chose qu'on voulait mentionner et qu'on voulait leur rendre hommage, quoi. Est-ce que tu penses qu'ils surperforment? Parce que eux, par contre, contrairement à certains clubs, je pense qu'ils n'auront pas beaucoup d'internationaux qui vont quitter le club pendant les compétitions là, internationales. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent continuer sur cette lancée ou qu'ils surperforment cette année? Comment tu les sens? Bah, je pense que ça reste quand même, je pense, de la surperformance pour moi. Parce que, comme je te dis, les scénarios de match surtout sont assez, en ce moment, assez positifs. Là, contre Philly, ils marquent dès la deuxième minute de jeu. Ça leur permet de rentrer dans un style de match qu'ils affectionnent, hein, de laisser la balle à l'adversaire, de pouvoir contrer. Donc, non, non, je pense que c'est de la surperformance. Il y a aussi un brin de réussite quand même. Faut pas le, faut pas ne pas le dire, ce serait mentir, tu vois. Mmh. Ouais. Mais, On peut mais, je juge. Ouais, vas-y, vas-y. vas-y, je Non, te non, laisse finir. vas-y, dis-moi. Ben non, juste, j'étais en train de regarder les stats justement de la conférence pour voir, tu sais, s'ils surperforment en termes de stats aussi, en termes de XG attendu, tu sais, tout ça. Donc, vas-y, je te laisse finir. Ouais, donc, non, je disais que ben, New York City, on sent peut-être qu'il y a cette vague-là qui arrive avec le nouveau stade. Donc, The Cube. ouais, voilà, The Cube. Donc, non, non, il leur manquerait peut-être cet avant-centre de top classe, je pense, parce que Hannes Wolf, c'est très bien. Santiago, c'est très bien en 10. Mais je pense qu'il leur manquerait ce petit neuf-là qui fait la différence et qui mettrait plus de buts qu'un Monsef Bakrar, qui reste quand même assez emprunté à la pointe de l'attaque de New York. Pourquoi pas bah, le petit Martinez là qui le remplace sur les deux derniers matchs. Peut-être que c'est lui le neuf à installer sur la Mmh. durée côté New York, peut-être. Alors c'est drôle parce que selon les stats, Thomas, ils sous-performent. Oh, bah, tu vois. OK, tu vois? Alors, ils ont marqué 16 buts, alors qu'en Ligue 1, on en attendait 19,8, donc presque 20 buts. Ils sous-performent en nombre de buts marqués et en termes de passes décisives, c'est pareil. On attendait, 15 passes décisives. Ils en ont seulement que 11, d'inscrits, de passes décisives. Donc, voilà, ils sous-performent. C'est assez, étonnant. Bah, surtout, C'est ça nous renforce cette idée peut-être que l'avant-centre n'est pas assez bon pour mettre au fond les occasions et que Monsef Bakrar peut-être doit avoir ce déclic qui lui permettra bah, de devenir celui dont New York a besoin. mmh. C'est aussi quelque chose bah, qui transparaît des stats que tu nous donnes là. Par contre, tu vois, le gardien, fait partie du top 5 en nombre d'arrêts, 76% de tirs arrêtés par la défense de New York, c'est incroyable. Et Ouais, d'ailleurs, ouais, ils ont eu un seul penalty encaissé, ils l'ont arrêté. non, mais oui, je t'ai dit, ça rentre dans ce que je te disais par rapport à leur style de jeu où ils sont attentistes, où ils aiment vraiment attirer l'adversaire pour pouvoir jouer après dans le dos des défenseurs et profiter des espaces laissés en transition. Donc, ça rejoint ce que je disais par rapport à ça. Mhm. Par contre, bon, je sais que cette stat elle est un peu spéciale, mais en post expected goals, donc les buts prévus post tir moins les buts encaissés, ils sont à plus 4, donc en positif, contrairement à des équipes comme Orlando ou Philadelphie qui sont dans le négatif. Donc là aussi, ils surperforment, enfin ils performent bien. Et désolé, je fais un peu le tour des stats, hein, je regarde.
Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Oui, défensivement, tu vois, par contre, ouais, excuse-moi, je regarde un peu, je fais un peu le tour de mais ouais, pour dire qu'au final, ils surperforment pas statistiquement parlant, mais peut-être, nous, quand on le voit à l'œil nu, on a l'impression, puisqu'ils ont pas une équipe, ils ont pas la meilleure équipe. Ouais, non, c'est clair et net que son impression visuelle laissée, on a l'impression qu'ils sont en surperformance, alors que les stats disent le contraire. Mmh. On va passer maintenant, à l'autre, équipe, la dernière équipe sur laquelle on va parler, c'est Philadelphie. Eux, Philadelphie, ils surperforment pas, hein. En ce moment, c'est pas terrible du tout. Ils sont, sur une belle, série de quoi? De 5 matchs sans victoire au moins? Au moins, hein? Ouais, Ouais, au moins. je les vois au minima 5 matchs sans victoire, 6 matchs sans victoire même. La dernière victoire était début avril face à Nashville. Ils avaient pourtant enchaîné 3 victoires consécutives, puis ensuite, là, ils sont sur 4 défaites et 2 matchs nuls contre, des équipes de l'Est, des équipes de l'Ouest, mais on s'attendait pas. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, Philadelphie marque, mais pourtant ils arrivent pas à faire la différence. Ils prennent toujours, le but de trop. Qu'est-ce qui se passe, à Philadelphie, Thomas? Qu'est-ce qui se passe, chez l'équipe de Jim Currin? Parce que là, honnêtement, sur les 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont seulement 3 victoires, quoi. Est-ce que la Honnêtement, la la CONCACAF, les a tués? c'est difficile à dire. Peut-être que la CONCACAF les a tués, mais j'ai envie de dire quand même, ils font ce qu'il faut pour mettre les buts et essayer d'être devant, mais on a l'impression que bah, dès que l'équipe adverse a une occasion, bah, c'est limite ça fait but ou que tout de suite ça met un très gros danger dans la défense. On sent, on a perdu cette sérénité côté Philly. J'ai l'impression qu'ils sont trop tournés vers l'attaque et que du coup ils oublient peut-être un peu l'aspect défensif en se disant qu'ils vont forcément peut-être mettre un but de plus que l'adversaire, mais en ce moment c'est pas le cas. En ce moment, ben, les avant-centres marquent, mais se créent énormément d'occasions et ne transforment pas assez les occasions créées. Le triangle Gazdag, Oure, Carranza, ben, je sais pas, moi je trouve que sur ce match-là, ils ont essayé de se chercher, ils ont essayé de se trouver, mais j'ai trouvé ça très très brouillon dans les Ca 30 Ca derniers mètres. Carranza est encore bon. Non, Carranza, c'est peut-être la seule satisfaction, non? en termes de statistiques, oui. Mais quand je dis que c'est dans la manière dont les trois ils jouent ensemble. Je sais pas si tu vois ce Mmh. que je veux dire. Ça reste quand même assez brouillon. Même Gazdag, je le trouve assez emprunté. Wagner, pareil, je le trouve moins tranchant, moins incisif Eux que ce qui qu'il étaient a pu nous des montrer. joueurs clés, hein, de leur très bonne saison, de leur finale de conférence il y a 2 ans. Ouais. Et là, Gazdag, j'ai l'impression, bah, mis à part les pénaltys, dans le jeu, j'ai du mal à retrouver ce qui faisait sa qualité, Et son charme. notamment de mettre en orbite bah, ces deux attaquants devant lui. Mais je sais pas, il y a un problème dans le triangle. Comme je dis, je trouve une équipe brouillonne Bah, là, dans les 30 derniers mètres. il y a clairement un problème d'efficacité. Quand tu vois les stats, ils ont la domination, ils ont les tirs, mais ils ont pas les tirs cadrés. Ils ont les XG en plus aussi. Ouais, il y a un problème de stats. Et il y a un problème de finition. Et puis après, sur ce match-là, on va pas se mentir, le but très précoce de New York aussi fait que New York recule, que eux ils sont dans la meilleure option tactique pour eux. Philadelphie s'est énormément frustré dans ce match avec beaucoup de cafouillage, de ballons chauds dans la surface de respiration sans réussir à trouver la finition. Et puis tu te fais ensuite punir juste avant la mi-temps, tu te prends ce deuxième but. Donc en fait, tu as l'impression que vraiment le scénario de la rencontre et les moments clés, les moments chauds de la rencontre ont tous été en faveur de New York et Philly n'a pas arrêté de buter sur cette défense de New York sans trouver la faille malheureusement pour eux. Mmh.
Eux, par contre, en termes de XG, j'ai regardé, eux, par contre, ils surperforment aussi un petit peu. Ils ont marqué, 22 buts, on en attendait 20, mais ils en encaissent aussi pas mal, hein. C'est ça qui malheureusement leur fait un gros défaut, tu vois? Tu marques 22 buts, mais tu en encaisses 21. Bon, ils ont Tu encore un goal l'impression average positif, Comme mais si tu as l'impression que en fait, ils vivent que par l'attaque et qu'ils se disent, comme je disais: «Ben, c'est pas grave, nous, on sait qu'on peut en mettre 4, 5, donc mmh. c'est pas grave si on encaisse», et que du coup, il y a peut-être un manque d'équilibre. Peut-être un manque d'équilibre dans l'équipe de Philly pour l'instant. Et puis aussi, elle est, je sais pas, Thomas, est-ce que au milieu de terrain, ils ont toujours, leur trio, je te parle du milieu de terrain, oui, il y a McGlynn, Flash et Sullivan. En plus, il y a Lon Flash qui est revenu, Quinn Sullivan, Jack McGlynn, mais le problème, c'est que c'est et Bedoya qui était sur le banc qui est rentré, mais c'est des jeunes, c'est 3 jeunes. C'est peut-être un peu trop jeune, non? Pour, avoir du caractère, en tout cas, dans cette équipe. Peut-être dans les profils, ça reste quand même des milieux qui sont assez portés vers l'avant et qui sont assez, tu vois, un mec comme McGlynn, il tente énormément sa chance de loin, tu Mmh. vois, il se projette énormément et c'est peut-être ça aussi qui manque. Peut-être qu'il y a quelque chose à trouver dans le milieu de terrain, peut-être un assemblage différent qui va leur donner bah, cet équilibre. Un peu un Darlington Nagby à Columbus, tu vois. Vraiment Ouais, non, mais ce tonton, ce papa dans le milieu de terrain qui Mais je permet je de je tout pense qu'il leur équilibrer. faut ça. En fait, tu vois, Bedoya après peut-être que Bedoya a soufflé sur ce match-là, mais je pense que va falloir que Bedoya fasse quelque chose aussi dans le vestiaire parce que c'est lui qu'on a ramené, qui est le tonton du vestiaire, qui a l'expérience, qui a joué au haut niveau et qui a presque 38 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là, tu as un milieu de terrain, 20 ans McGlynn et Quinn Sullivan, 23 ans Leon Flash. Je veux dire, je suis plus vieux qu'eux, tu vois? À partir de ce moment-là, alors toi, tu serais leur tonton carrément, leur grand-père. Non, je te blague, hein, mais tu En fait, genre, je me rends compte que vraiment, il manque, quelque chose du caractère parce que, OK, tes mecs en attaque, ils sont plus âgés, ils ont l'expérience, mais c'est pas eux qui vont aller chercher tes ballons et c'est pas eux qui vont relever la tête quand il faut. Il faut un mec d'expérience au milieu de terrain dans toutes les équipes, ça, c'est obligatoire, tu vois? Et regarde, du côté de Columbus, ils ont Eitan Morris et ils ont Darlington Nagby. Voilà. Ils ont un jeune et un tonton. Et c'est ce qu'il leur faut, en tout cas, je pense du côté de Philadelphie. Alors, en plus, ils ont Martinez aussi sur le banc, ils ont Bedoya. Bah, Ah, je généralement, pense que, Martinez est titulaire dans ce milieu. Moi, je trouve que c'est lui, là. Je pense que lui peut être une solution parce que c'est vraiment un mec de caractère. Bon, des fois, il est un peu trop fou dans sa tête, mais en tout cas, sur le terrain, je trouve que lui, il garantissait bien un équilibre dans le milieu de terrain. Lui, il se battait. C'était lui qui était à la récupération, qui faisait le sale boulot, qui se contentait après de donner les ballons à ses coéquipiers ou parfois de faire un peu le milieu box-to-box, entre guillemets. Mais mmh, lui, en tout cas, il ramenait quelque chose dans ce milieu. Là, je trouve que le milieu, il est beaucoup trop déséquilibré côté Philadelphie et que l'équipe au global est trop déséquilibrée, trop portée vers l'avant. je suis d'accord, hein. Bon, après, Martinez, c'était la première fois qu'il soufflait un peu, pardon, parce il a enchaîné pas mal les matchs, mais en tout cas, on voit que eux, ça fait des années qu'ils ont quasiment la même équipe. Là, c'est le même effectif depuis. Ils se connaissent par cœur. Et c'est assez quand même, du coup, étonnant d'avoir une équipe aussi connaisseuse de son sujet, de sa tactique, de son équipe, de ses joueurs, de pas retrouver. Tu comprends pas, genre, tu as l'impression que c'est l'inverse, tu sais, au lieu d'aller de mieux en mieux, elle vieillit mal l'équipe, quoi. Ouais, bah, en fait, j'ai l'impression que tu as un Philadelphie qui, au Subaru Park à domicile, ben, tellement qu'ils ont eu l'habitude d'être une équipe quasiment imprenable chez elle, qu'en fait, elle a peut-être oublié de se dire que voilà, il faut quand même garder des sécurités derrière, qu'il faut pas lâcher les chevaux tout le temps en permanence. Tu vois, j'ai l'impression que voilà. Quand tu parles de ça, en plus, l'une des pires équipes de la saison à l'extérieur, hein. À domicile, je veux dire. Ils sont 13e de la Ouais, conférence à c'est ça. domicile.
Je pense qu'il faudrait qu'ils commencent un peu à un peu plus être, un peu mettre, moins mettre le pied sur la pédale, je vais y arriver. Mais ouais, ouais, je trouve que Philadelphie, il y a un problème et que tout le monde est porté vers l'avant. Tu regardes Wagner, c'est la même chose. Ure Carranza, Gazdag, c'est pareil. En plus, ils jouent avec Des des. En pistons. plus, c'est vrai que tu parles des latéraux. Wagner, il joue à 4 derrière. Il joue avec un milieu en diamant. Donc, en plus, enfin, losange ou en diamant, comme disent les Anglais. Toute merveille. Et ce qui fait que tu as comment dire, les couloirs libres pour les latéraux. D'accord, mais derrière, bah, quand ils sont trop offensifs, comme tu dis, ils sont vite essoufflés, et ça crée des espaces aussi pour les Oui, défenses oui, c'est pour adverses. Et ça. ça aussi, ils les ont bien tiltés, les défenses adverses. Je me rappelle plus sur les buts. Est-ce que ça vient des côtés, les buts adverses de New York? Ben, t'as eu beaucoup de situations. T'as eu peut-être le premier but, je crois, si je dis pas de bêtises, qui intervient sur une récupération et directement un ballon envoyé où il reste, je crois, il reste trois joueurs de Philadelphie, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais on a eu beaucoup ce cas de figure hein, que tu énonces, avec des latéraux qui sont montés côté Philadelphie et New York qui, en une passe, se retrouve à jouer des actions en supériorité numérique avec possibilité de mettre en danger la défense de Philadelphie. Donc non, non, c'est Ouais, clair qu'il y a quelque chose à changer tactiquement de leur côté. peut-être qu'il y a pas ce. Après, Leon Flash vient de revenir, tu vois, mais en tant que milieu défensif devant la défense. C'est vrai que quand, enfin, c'est un principe de base, hein, mais qui est beaucoup joué à l'heure actuelle. Quand tu as un piston qui monte haut, en général, l'autre reste derrière. Et puis, tu as tes deux centraux qui restent derrière aussi. Et tu as le milieu défensif qui vient faire une sorte de défense à trois, tu vois. On voit ça beaucoup, bah, ne serait-ce que, moi, je prends les exemples, les équipes que je regarde. Marseille, quand ils jouent à 3 ou à 5 derrière, Ouais. on voit ça à Arsenal aussi. Tu vois, quand, par exemple, Thomas Partey ou Jorginho, tu sais, quand Zinchenko il monte beaucoup sur son côté, on a Jorginho qui vient descendre, etc. Tu vois ça partout, surtout dans des équipes qui maîtrisent le ballon. Encore plus dans des équipes qui maîtrisent le ballon, parce que elles ont l'habitude. Et Philadelphie est une des équipes qui a le plus le ballon. Enfin, là, on le voit sur tes stats, ils ont la possession presque 60% du temps. Donc, c'est quand Après, même énorme. comme je te disais, il y a quand même aussi un déficit tactique en MLS. On va pas se mentir que voilà. Oui, Après, c'est aussi un championnat qui est énormément porté vers l'offensive, où le fait qu'il n'y ait pas de montée ou de descente favorise aussi le jeu un peu plus ouvert. Et c'est aussi ça qu'on aime dans ce championnat. Donc, ouais, il y a un juste milieu à trouver pour eux, mais je pense que ils vont s'en sortir parce qu'ils ont quand même de la qualité, pardon. Et je vois mal les joueurs clés de cette équipe continuer à nous pondre une saison aussi peu intéressante. mm, ouais. Thomas, on va passer. Je pense qu'on a bien discuté là. Ça fait quand même presque 1 heure déjà qu'on discute sur ça. On va conclure avec les matchs qui se déroulent ce week-end. Donc attends, que je me dise pas de bêtises. Je veux juste regarder le calendrier. À partir de quelle heure ils vont jouer? Ils vont jouer le 19, donc à 1 heure. Oui, donc le samedi soir. Ils vont jouer samedi soir, hein. Ils continuent d'enchaîner. Ça va être sympa. Du coup, tu peux nous mettre le slide avec les équipes. T'en as sorti ou pas de Non, calendrier? j'ai pas les slides. Ah, ok. C'est pas grave, t'inquiète, on va les sortir, on va les énoncer. Moi, je les ai sous les yeux là, les matchs. Donc, ah, ils mettent Sunday. Oui, non, mais ouais, c'est samedi. Ok, donc on aura premier match. Donc, Charlotte qui va accueillir le LA Galaxy. Charlotte qui est en forme aussi, qu'on pourra peut-être en parler dans la semaine prochaine. Cincinnati qui va recevoir le Saint Louis City. Pareil, beau match hein, entre le premier de la conférence Est et la conférence Ouest l'an dernier. DC United va se déplacer à Miami.
Donc Lionel Messi sera sûrement de retour parce qu'il a pas joué ce week-end cette semaine, pardon. Philadelphie, on en parlait, va se déplacer chez le très mal classé New England. Aussi, ça continue et eux, malheureusement, ils sont pas relevés. Le derby de New York entre New York City et New York Red Bull. Ça va être très excitant, c'est clairement le match qu'on va regarder, Thomas. Et Oui. même, mais bon, par contre, j'ai vu que New York City ne jouera pas dans son stade de baseball des Yankees, mais ils joueront dans un autre stade de baseball. J'ai regardé le stade, Thomas, c'est vraiment affreux. Mais ils jouent dans un stade plus grand, tu vois. Mais encore un J'ai stade envie de de baseball. pleurer, j'ai envie de pleurer, j'en peux Ah, plus, vivement qu'ils aient leur stade, je j'en te peux jure. plus. J'en peux Tu plus peux. des traits, des différences de pelouse, de couleur des pelouses, j'en peux plus. Non, mais même, C'est un c'est. scandale à Un regarder. stade de baseball, c'est vraiment pas fait pour un match de foot, je te jure. C'est honteux. Bref. Ensuite, le duel canadien aussi, il a un derby, même si c'est assez loin, Toronto-Montréal. Ça va être excitant à suivre, ça, hein. Austin qui va recevoir Kansas City. Le duel d'essai, pas un derby, mais pas loin, hein, Chicago qui va recevoir leur ami de l'Ohio, Columbus, et champion en titre. Houston, là aussi un derby face à Dallas, va recevoir Dallas. Dallas qui est, je sais même plus s'ils sont relancés. Non, ils sont toujours dans le fond du classement, Dallas. Oui, ils sont 12e. Écoute, on va voir, hein, parce que Houston, c'est un peu relancé, eux. Enfin, on va avoir Minnesota contre Portland. Minnesota qui s'est relancé face à un Portland catastrophique en ce moment, qui est même devenu dernier leur conférence. Ça, j'y Ça, aurais pas par contre, cru. ouais, c'est terrible, je comprends pas. Qu'est-ce que tu nous fais, Gary Neville? Qu'est-ce que tu nous fais? Je comprends pas, ils avaient tout bien et franchement, Ah, c'est c'est... trop bizarre. Il s'est passé quelque chose, va falloir qu'on analyse tout ça. Le derby du Rock Mountain, Salt Lake face à Colorado. Orlando qui va se déplacer dans la Californie, du côté de San José. Et enfin, là aussi un derby, hein, mine de rien, même si c'est pas dans le même pays, c'est un derby. Seattle contre Vancouver, c'est les deux équipes les plus à l'ouest des États-Unis et de la côte américaine. Et ça va être sympa. Donc finalement, pas mal de derby, Thomas. Pas mal de Pas mal de derby, de derby. la matière pour le prochain MLS Show, hein, je pense que... Ouais, ouais, tu vois, il y a le Rock Mountain, il y a le derby du Texas, il y a le derby du coup, du nord des États-Unis, enfin, nord canadien, derby de New York, derby canadien. Ouais. Ouais, je pense qu'on Et, essaiera de dire un petit mot sur chacun de ces matchs-là, même si on ouais. sera peut-être un peu moins consistant, peut-être, mais on essaiera quand même de pouvoir un peu traiter de chacun Mm. des derbies, quand même avec... parce que là, je trouve il y a quand même des beaux matchs et surtout, au-delà du fait que ce soit des derbies, c'est surtout des matchs où il y a quand même de l'enjeu sportif, quand même sur certains. Donc, non, non, c'est très Bah intéressant. oui, hein. Ouais, ouais, il y en a beaucoup. Il y a quand même de l'enjeu, par exemple, tout con, mais derby du Rock Mountain, on se rappelle Colorado l'avait remporté et avait lancé sa saison depuis, puisqu'ils sont quatrième. Ils vont recevoir le Real Salt Lake qui est premier, hein, qui est premier et qui sera pas inquiété, qui sera encore premier la semaine prochaine. Donc Ouais, c'est c'est pas mal. ça. T'as aussi bah, Toronto-Montréal, hein. Toronto qui reste quand même, qui fait un début de saison quand même positif. Et Montréal qui est dans le dur. Montréal qui est dans le dur au niveau résultat, mais qui est dans le contenu de ses matchs, montre quand même de belles choses. On commence à sentir un peu la patte Laurent Courtois T'es pas inquiété pour lui? qui se met. Non, franchement, non. De ce que je vois sur les matchs qu'ils font, je trouve qu'on commence quand même à avoir Hmm. des choses intéressantes. Il manque maintenant le résultat qui est quand même très important aussi. Mais dans le processus et dans l'évolution de Montréal, je trouve qu'ils sont dans les temps de passage. Ça va être dur hein, face à un Toronto qui est assez consistant cette année, même si Bernardeschi, c'est incroyable. ouais, Et c'est soit ils gagnent, soit ils perdent, hein. Toronto, 6 victoires, 6 défaites, Federico un nul. Bernardeschi. Après, il y avait Insigne qui n'était pas là, qui est revenu là Oui, 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 récemment. ils reviennent blessure, ouais, donc Bernardeschi, franchement, pour une fois, je vais le dire, m- il me régale sur ce début de saison, franchement, dans l'attitude et tout. Franchement, il n'y a rien à je dire. suis d'accord, sauf il avait pris un rouge un peu stupide à un moment, mais hormis ça, Pas trop on, lui en on... demander.
Écoute, c'est un peu Ousmane Dembélé, hein, il a le singe qui tourne, hein. Elle est pas Voilà. mal. Non, non, mais on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que Bernardeschi, il y a une côté résilience. Voilà, on va mettre ça en avant. Ouais, juste, du coup, pour parler des classements, vite fait, pour conclure. Donc, on a Real Salt Lake qui est seul devant avec 25 points. Et là, après, on a quatre équipes, Thomas, qui se tiennent la main à 21 points. Donc, Minnesota, LAFC, Colorado et LA Galaxy. Donc, on voit d'ailleurs que LAFC est repassé devant LA Galaxy. Depuis cette victoire dans le Trafico, ils reviennent bien, mine de rien. Et puis, ils sont sur deux belles victoires aussi. LAFC, tu vois, on n'en a pas parlé, mais euh, moi, je voulais juste passer un mot sur la performance encore de Denis Bouanga. Il m'a fait kiffer contre Saint-Louis. Il met deux buts, une reprise de volée. Le premier but est incroyable. La deuxième, c'est lui tout seul, contre-attaque, dernière minute, mais il y va avec sa vitesse, il va devant le gardien. Lui, il met ses lobes, hein, contrairement à certains. C'était un compatriote de son pays, là, Un Gabonais. Gabon, là. Ouais, Ouais. voilà, voilà. On est Et puis qui, nous? On même, est le Gabon? le match d'avant de Denis Bouanga, où il fait 3 passes D également. Exactement. Contre Vancouver, il met 3 passes C'était la D. Là, il met régalade. doublé. Là, ça y est, on lui a dit, il y a Giroud qui arrive, il est content. Il est en forme et ça nous fait plaisir. Du coup, ouais, on a ces trois équipes. Et puis derrière, surprise, surprise, Austin qui se retrouve sixième, Thomas. Alors que j'avais Ouais. décrété que c'était l'équipe la plus nulle que j'avais vu jouer, hein. C'était la pire équipe à regarder selon Thomas. Ah ouais. Mais là, Ah ben, il remontait en plus. résilience. Résilience et ouais, ils sont bien boostés. Et en plus, ils sont sur les 5 derniers matchs, ils sont sur 3 victoires quand même. Donc c'est pas trop mal. Vancouver aussi, bien placé, septième. Houston, Saint-Louis, on a tout ça qui est derrière. Puis après, on a un petit peloton qui est pas qualifié encore pour les playoffs et qui est un peu plus loin. Seattle, Portland, Dallas, Sporting et San Jose. Alors, je m'excuse, c'est vrai qu'avec leur victoire, Portland est repassé 11e. Mais avant cette journée, ils étaient quand même derniers, hein. Donc là, ils sont passés 11e. Comme quoi, ça va vite quand même avec une victoire. Sporting qui avait très bien commencé aussi. Ils sont avant-derniers. Ils ont enchaîné une belle série. Ils sont très inconstants, de toute façon, eux. Et puis, San Jose, bon, dernier. Je pense qu'ils vont rester derniers cette saison. Malheureusement, rigole pas, Thomas. Tu sais qu'ils ont fait 2 victoires sur les 2 derniers matchs avant cette journée. On a perdu Thomas. Ça y est, on a parlé de Sandro aussi, il est mort. Moi, je vais essayer de rester concentré. Sérieux. On est en conférence S, du coup, l'Inter Miami et Cincinnati qui se tirent la bourre, qui sont premiers et qui n'ont pas perdu depuis un petit moment. New York Red Bull bien, bien placé qui est troisième. Et, et ensuite, on a New York City, comme on disait, égalité avec Charlotte, cinquième. Toronto, Columbus, DC United qui font un petit groupe derrière. Et puis enfin, on a Philadelphie, neuvième et premier barragiste en tout cas, devant Nashville qui a perdu son coach, du coup qui a été limogé. Orlando, Atlanta, CF Montréal, et enfin les deux derniers, Chicago et New England. On peut noter quand même que Orlando, qui avait extrêmement mal débuté, passe devant Atlanta ou devant Montréal, tu vois, et que ils sont qu'à un point des barrages pour un. Donc, Encore deux, trois coups de vent pour Chicago et tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? 2, 3 coups de vent, pourquoi? deux, trois coups de vent tu vois, pour laisser là, pour faire virer les équipes qui sont devant eux et hop, direction les players. Oh, c'est nul, putain. Ah, c'est nul. En même temps, il est 1 heure du mat, mon gars. Putain, Faut bien là, c'est. rigoler, mais Faut qu'on aille dormir, Thomas. ah, Faut la qu'on aille blague, elle était éclatée au sol. Je te jure. Le rapport, en plus, il n'y avait même pas Montréal dans l'histoire. Bref, ils sont juste devant, en plus, Montréal. C'est vraiment le kiff de. Oh non. Allez, vas-y, c'est bon. On va conclure sur ça. Ciao, les amis. Ah, le On se dit. bide. Ah, On se dit à la semaine prochaine.
et bon MLS Show. Ciao, ciao.